there. Please be seated. We use a swap. Good afternoon, Ms. Lyons. Le président, Maître Lyons, vous avez la parole. Merci. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre pendant environ 45 minutes. Mes collègues surveilleront l'horloge. Je souhaitais maintenant parler un peu de la question du fait de la question du handicap mental de Monsieur Ongwen, mon client, et du fait de l'accommodement qu'il faudrait apporter étant donné son handicap pour que son droit à un procès équitable soit respecté. Ces droits s'entrecroisent. Je dois d'abord dire que selon la défense, les individus qui ont un handicap doivent, selon la Convention sur le droit des personnes avec handicap, être raisonnablement accommodés. La défense, comme nous l'avons dit dans notre mémoire, ne dit pas qu'il s'agissait simplement d'organiser le calendrier des audiences pour tenir compte de ces handicaps, mais qu'il a fallu 8 mois avant que les handicaps de M. Ongwen soient pris en compte. Cela a pris donc beaucoup de temps, cela s'est fait très lentement et cela a eu un effet direct sur M. Ongwen, qui est un handicapé mental, et sur sa capacité à exercer de manière significative son droit à participer au procès. Et ce que je voudrais souligner ici, et c'est là que l'on voit comment des accommodements raisonnables et un droit à un procès équitable se retrouvent. La Chambre de première instance a refusé un examen au titre de la règle 135. Cela a été expliqué par l'accusation hier. Les parties ont le droit de demander un examen médical, psychologique, psychiatrique des personnes. Et la Chambre de la Chambre de première instance, peut trancher sur cette question. Ceci est particulièrement important parce que cela implique un droit à un procès équitable. Le droit d'un défendeur dans une cour à déterminer s'il souhaite déposer ou non. C'est un droit fondamental. À mon avis, il n'y a pas de oui ou de peut-être. C'est un droit absolu. C'est tout à fait clair. Et là, la défense demandait qu'un expert indépendant, non pas un expert de l'accusation, un expert de la défense, non, un expert indépendant soit désigné pour déterminer si M. Ongwen, qui avait été diagnostiqué comme ayant des maladies mentales, était en mesure d'examiner cette décision, de prendre une décision et de comprendre les conséquences de cette décision, à savoir s'il voulait déposer ou non. Ce n'est pas moi ou mes collègues ici au premier rang. Ça n'est pas la même chose si nous expliquons à notre client, voilà, si vous déposez, voilà ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer, quelles sont les conséquences. Mais en tant qu'avocat, donner les informations que nous avions, que l'équipe avait, et en sachant que M. Ongwen avait justement ce problème d'état mental,
et cela a été confirmé également fondamentalement par notre expert, le professeur de Jong, en 2016. Donc, avant de pouvoir, en ma capacité professionnelle, lui poser cette question, moi, en tant que son avocat, je dois pouvoir bénéficier de l'avis d'un avocat, d'un expert, pardon, qui me dise oui, il peut prendre cette décision, oui, il comprend la question, il en comprend les conséquences. C'est ce que nous demandions et c'est ce qui a été refusé. Le résultat, c'est que M. Ongwen a été placé dans une situation où il n'a jamais effectivement pu trancher cette question. Il n'a pas pu trancher la question de savoir s'il devait déposer ou pas dans cette affaire. Bon, c'était un accommodement raisonnable, à notre avis, vis-à-vis d'un handicap, premièrement, et deuxièmement, cela est devenu une violation du droit à un procès équitable. Alors, je voudrais dire à ce stade qu'il faut distinguer deux choses. Le handicap mental fonctionne dans le cadre de cet accommodement, dans cette sphère de l'accommodement. Comment le procès se déroule et quelle est la contribution ou l'absence de contribution de M. Ongwen à ce procès. Une autre question est de savoir si les éléments de preuve que vous avez entendus correspondent aux exigences fixées au 31A ou pas. Je crois que l'accusation a mélangé un peu tout cela. Et bon, je crois qu'on a parlé, on a parlé d'une confusion des concepts il y a 2 jours, je crois, je ne sais pas exactement ce que l'on entend par là, mais quoi qu'il en soit, le problème c'est qu'on lui a refusé ce droit et que c'est un droit fondamental. En même temps, cette décision a été discutée et lorsque nous avons déposé une requête, la Chambre a même déclaré que l'accusé avait peut-être un handicap mental. Mais cette question, la question de savoir si l'accusé effectivement avait un handicap mental n'a jamais été examinée dans la décision contestée. Ceci implique ses droits en vertu du statut de Rome, article 67. Le président, on me prie de vous demander de ralentir un petit peu. Maître Lyons, je n'avais pas mes écouteurs, donc je n'ai pas entendu. Merci, Monsieur le Président. Ses droits en tant que défendeur ont été violés parce qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre une décision. Est-ce qu'il voulait déposer ou non? Est-ce qu'il voulait présenter des éléments de preuve en son nom ou pas? Or, cela fait partie des droits, article 67.1e. Alors, est-ce qu'un examen supplémentaire, un examen médical supplémentaire est nécessaire? Eh bien, pour cela, il faut qu'il y ait certains critères qui soient remplis. Et vous-même, décision 1412 qui évoquait les critères suffisants qu'il fallait remplir pour respecter le 135. Vous avez parlé d'indications suggérant l'existence de troubles médicaux et qui pouvaient avoir un impact sur la capacité de l'accusé à exercer en pleine possession de ses droits à un procès équitable, et que la Chambre n'était pas en mesure de trancher cette question sans l'assistance d'experts médicaux. Il s'agit du paragraphe 12 dans la décision 637. Ça, c'est une norme différente de ce que nous avons entendu il y a 2 jours de la part de l'accusation. Nous avons demandé un examen médical indépendant sur la base de faits nouveaux, sur la base de nouveaux éléments de preuve. Ça n'est pas le critère, ça n'est pas la norme.
Messieurs les juges, je pense que vous examinerez cette question de près, je le sais. Mais nous pensons que ce critère a été rempli. Nous avons eu le professeur Ovugal, le professeur Akena, le professeur De Jong et différents rapports du centre de détention de la Cour. Je ne vais pas vous donner les lectures du rapport du professeur De Jong parce que c'est un rapport confidentiel. On en a évoqué certaines parties dans la présentation de l'accusation, mais je dirais que nous avons parlé de manière publique des conclusions, 3 conclusions. Donc, troubles sévères de la dépression, PTSD, donc un trouble du stress post-traumatique, des troubles dissociatifs et un trouble de la dépression grave selon les catégories du DSM. Donc un trouble grave selon ce DSM. Dans les discussions en ce qui concerne les accommodements et le handicap, le droit à un procès équitable, dans notre mémoire, nous avons utilisé cette expression de l'angle mort auquel était acculé le handicap. Je vais essayer de vous expliquer cela. Moi, personnellement, j'ai un handicap physique et je dois faire attention parce que je ne m'occupe pas suffisamment, je ne suis pas suffisamment attentive à certains handicaps physiques d'autres personnes. Je ne fais pas suffisamment attention, moi, ayant ce handicap physique, je ne fais pas suffisamment attention au handicap mental. Le handicap mental est invisible, c'est tout aussi simple que cela, ça ne se voit pas. Et c'est un handicap qui n'est pas présent tous les jours, 24 heures sur 24. Le professeur Verschler-Putz, l'expert de l'accusation, l'a dit, et je crois que le docteur Mézizi également, il a parlé de fluctuation des symptômes. Les symptômes vont et viennent. Donc la personne n'a pas une étiquette sur son t-shirt indiquant j'ai un handicap mental. Non, c'est difficile à voir. C'est la raison pour laquelle nous avons conclu que quelquefois, lorsque la chambre de première instance nous semble ne pas prendre en compte les handicaps du client et de ne pas prévoir d'accommodement pour en tenir compte, nous disons que peut-être la chambre de première instance ne voit pas la totalité du tableau. C'est ce que nous disons. Nous savons, je sais, ce que je veux dire par cet angle mort du handicap. Nous le savons tous, il s'agit de la prise de conscience de ce qu'il faut faire dans une telle situation. Voilà pourquoi nous avons soulevé cette question. J'aimerais maintenant passer à la question de nos moyens de défense et de la charge de la preuve. Dans la décision 1494, il est dit qu'un accusé ne doit jamais devoir réfuter de manière affirmative les éléments d'un crime imputé ou un mode de responsabilité. C'est à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé en application de l'article 66 selon le doute raisonnable. En même temps, la chambre de première instance
a décidé que l'interprétation du droit applicable, donc la charge de la preuve pour les moyens de défense serait déterminée dans l'arrêt. Bon, nous avons contesté cela, nous avons perdu, mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons présenté cette requête parce qu'il est impossible d'agir de manière efficace à tâtons. Nous avons en fait été condamnés à cela en ce qui concerne la charge de la preuve. Quel que soit ce que vous décidez d'appliquer à nos moyens de défense, ce qui représente une partie très importante de notre cause. Nous comprenons que ici, on n'est pas là pour que tout le monde fasse ce qu'ils veulent s'agissant de la présentation d'éléments de preuve. Nous comprenons qu'il y a les deux parties et que ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est que vous prendrez une décision sur la base de ces éléments de preuve. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le filtre au milieu, l'étape intermédiaire et la charge de la preuve. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tellement cherché à savoir, avant de présenter nos éléments de preuve ou ultérieurement, à savoir quelle était la charge de la preuve que vous alliez appliquer. Parce que à ce moment-là, on aurait éventuellement choisi d'autres éléments de preuve. On n'aurait peut-être pas perdu le temps de la cour pour présenter X, alors que ce qui était nécessaire de présenter, c'était Y pour étayer cette preuve, cette charge de la preuve. Mais nous ne pouvions pas déterminer cela sans savoir quelle était cette charge de la preuve. Donc, nous n'avons pas eu de directive juridique de la part de la Chambre première instance à cet égard. Et essentiellement, il nous a semblé de devoir fonctionner dans une espèce de marais légal, ce qui a porté préjudice au droit de M. Ongwen à un procès équitable. Dans leur mémoire, l'accusation et les représentants légaux des victimes ont repris cette question. Dans le mémoire de l'accusation, paragraphes 380 et 476, il est traité de la charge de la preuve. La position qu'ils prennent, c'est que cette charge de la preuve ne revient à personne. Ni à eux, ni à nous. Personne n'a cette charge de la preuve. Je pense que dans leur raisonnement, dans ce paragraphe, justement, on confond l'applicabilité de l'article 31 et la charge de la preuve. Nous comprenons que la Chambre a le pouvoir d'appliquer le droit. Ça, c'est le rôle de la Chambre. Mais prendre une décision, obtenir des directives juridiques sur la charge de la preuve, c'est autre chose. Donc, aujourd'hui encore, à ce stade de nos arguments de clôture, nous ne savons toujours pas quelle est la charge de la preuve que vous allez appliquer pour les moyens de la défense, contrainte, handicap mental que nous avons présentés. On peut dire que le statut de Rome n'est pas si clair que cela à cet égard. Il est même plutôt ambigu. Mais d'une manière générale, lorsqu'il y a cette ambiguïté, il faudrait que la décision soit prise en faveur de l'accusé. Et c'est ce que dit le statut de Rome à l'article 22.2, qui dit lorsqu'il y a une ambiguïté en termes de crime, et nous l'appliquerions nous sur les modes de responsabilité et également sur les moyens de défense, que ces questions doivent être tranchées
en faveur de l'accusé. Nous l'appliquons également sur les moyens de la défense. Parce que, bon, les moyens de la défense qui ont trait à la culpabilité ou à l'innocence, on pourrait changer le libellé ou l'exclusion de responsabilité pénale. Finalement, c'est la même chose. L'article 67.1 petit i dit qu'il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve, du fardeau de la preuve. Ça n'est pas à la défense de porter ce fardeau. L'accusation dit dans son mémoire que la décision de la Chambre de première instance a reconnu que les dispositions n'ont pas été totalement développées par la Cour, ce qui est vrai, ce qui ne veut pas dire que personne n'ait cette charge. C'est de cela dont nous parlons. Alors, quel est le fardeau? Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui est applicable? C'est autre chose. Et puis enfin, c'est à la Chambre. C'est à la Chambre de première instance de décider. Ça, c'est évident. Ce que nous voulons, par contre, c'est cette décision. Une décision pendant le procès. L'accusation sur le même sujet au paragraphe 397 semble renverser leur position. D'abord, ils disent personne n'a cette charge, ni vous ni nous. Mais au paragraphe 397, la dernière phrase dit, et ils parlent du handicap mental, des troubles mentaux pendant les crimes allégués. La dernière phrase se lit, une telle explication n'a pas été avancée. Ces 4 ou 5 mots placent le fardeau sur la défense qui doit expliquer. Dans un moyen de défense, oui, nous devons présenter des éléments pour montrer que cela existe. C'est tout ce que nous devons faire. Cela déclenche les étapes suivantes. Mais ça n'est pas une charge de la preuve. Les représentants légaux des victimes, de la même façon, au paragraphe 157 de leur mémoire, défendent la position suivante. La charge repose sur la défense parce qu'ils disent, et ceci est repris dans la transcription en temps réel d'hier à la page 53, aucun des motifs pour exclure la responsabilité pénale n'a été prouvé par la défense. En résumé, c'est une répétition. Nous n'avons pas cette charge. Nous avons présenté des éléments de preuve pour montrer le handicap mental ou la déficience mentale, que cela existait, que ce handicap mental existait pendant la période couverte par les charges, pendant les crimes et, à notre avis, après. C'est à l'accusation de réfuter chacun des éléments apportés par la défense à cet égard, au-delà de tout doute raisonnable. Pour ce qui est de l'interprétation faite par l'accusation de cette question de charge de la preuve, il semble reprendre certains des éléments des arguments des moyens de la défense sur d'autres faits. L'accusation, au paragraphe 380, ajoute que l'utilisation de ce mot « détruit » à l'article 31A implique qu'une telle destruction
et la capacité à apprécier le caractère illicite ou la nature de son comportement et la capacité à contrôler son comportement qui doit être conforme aux exigences du droit. Nous pensons que cette conclusion a été inventée par l'accusation. Nous n'avons pas la source, nous n'avons pas de note en bas de page. Nous défendons pour notre part qu'il n'y a pas de présomption que l'accusé est présumé avoir cette capacité. Nous prendrions l'article 22.2 à nouveau pour dire que les éléments doivent être interprétés in dubio reo, c'est-à-dire en faveur de la défense. Lorsqu'il y a doute, il faut appliquer une interprétation stricte. C'est ce que demande le statut de Rome. De la même façon, les représentants légaux des victimes ajoutent un autre critère, à notre avis, au critère visé au 31A. Je n'ai pas le paragraphe sous les yeux ici, mais hier, le représentant a parlé de la gravité des maladies mentales comme étant un critère fondamentalement pour ces moyens de défense. Le statut au 31A parle de capacité. Les capacités, c'est différent de la gravité. Et je souhaiterais simplement attirer l'attention des juges à nouveau et m'appuyer sur l'article 22.2. Il s'agit de deux choses bien différentes. Maintenant, pour ce qui est des autres questions. Par article 31.1a. Hier, ou il y a 2 jours, l'accusation a présenté un scénario où les juges, enfin, ils suggéraient qu'on ne trouve pas au 31a ou 31d dans le statut, donc on ne trouve aucune situation dans ces différentes options à l'article 31. Quand on passe en revue toutes ces options. Ce ne sont pas des options d'ailleurs, ce sont des notions séparées. D'ailleurs, il faut faire une analyse, c'est un point de départ à cet égard. Alors, est-ce qu'il y a une relation? Oui. J'en ai discuté tout à l'heure, la capacité à comprendre, cela est fondé sur le critère de proportionnalité qui soulève la question de l'intention bien informée sous la contrainte. Alors oui, effectivement, il y a une relation, ce qui ne veut pas dire qu'on commence par le 31A, comme on l'a suggéré, et que si on ne remplit pas les critères 31A, alors on passe au 31A, au 31.1B. Pour compliquer, pour compliquer peut-être le scénario de l'accusation, nous affirmons que chacun de nos moyens de défense avec de nouveaux faits, le moyen santé mentale, le moyen contrainte, tout cela est un moyen de défense complet en tant que tel. C'est notre position à ce sujet. Un instant. Now I would like to move on a little bit to the mental health section. J'aimerais maintenant passer à la partie santé mentale dans mes 15 dernières minutes. Vous avez probablement entendu la déposition assez approfondie de nos experts, leurs experts. Il y a eu des experts sur certaines questions
de victimes. Vous avez entendu des dépositions, des rapports assez étendus. Et cela d'ailleurs est développé dans notre mémoire très largement. Je voudrais simplement ajouter quelques points. Premièrement, j'aimerais réitérer que nos médecins, nos experts et le professeur de Jong, le professeur de Jong, oui, sont d'accord sur les 3 diagnostics fondamentaux suivants, c'est-à-dire un trouble de la dépression majeure, PTSD, d'autres troubles de dissociation précisés. Et pour ce qui est des troubles de la dissociation, nos experts ont identifié également des troubles de l'identité et ensuite des troubles d'amnésie, outre d'autres symptômes identifiés de troubles compulsifs obsessionnels. Ils ont parlé de dépersonnalisation et de déréalisation dans leur rapport, ainsi que nous ont averti d'un risque grave de suicide de la part de M. Ongwen. Nos experts ont conclu que les maladies mentales de M. Ongwen découlaient de son enlèvement en 1997 et qu'il continue d'en souffrir aujourd'hui. Il a passé de nombreuses années au sein de l'ARS, notamment les années couvertes par la payeur des charges, et on leur a demandé de tirer des conclusions quant à son état mental pendant la période des charges, ainsi que avant et après. On ne leur a pas dit de dire quel était son état mental au moment de l'allégation pénale A, B ou C. Ça n'était pas leur mandat. Non, je pense que le docteur Akena, ça n'était pas d'ailleurs leur expertise. Leur expertise était de faire une évaluation de la santé mentale. Je suis sûre que tous ceux qui ont entendu sa déposition se souviendront de la description très aiguë faite par le docteur Akena de ce qu'avait pu ressentir M. Ongwen lorsqu'il a été contraint à écorcher vive une personne. Cette personne était un enfant enlevé qui avait essayé de s'échapper. Ceci figure dans la déposition du docteur Akena T248. L'expert de la défense a ensuite conclu que ces maladies mentales, ces troubles faisaient qu'il était impossible pour M. Ongwen de formuler son intention, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le jugement nécessaire pour distinguer le bien du mal, qu'il n'avait pas la capacité de comprendre ce qu'il faisait par rapport au droit, s'il se conformait au droit. Il y a eu des exemples spécifiques qui sont donnés dans le rapport. Lorsque il se dépersonnalisait, se dissociait, il ne pouvait plus se contrôler. Et il concluait, alors qu'il se trouvait dans la brousse pendant la période couverte par les charges, il ne pouvait pas évaluer si son comportement était mauvais. Et ils ont parlé de son implication dans les crimes de l'ARS sous l'influence d'épisodes de dissociation. Dans les 2 rapports, ils ont parlé de 2 personnalités distinctes. Donc, M. Ongwen, finalement, était une personne, un corps qui
fonctionnaient, d'après leur expertise professionnelle, qui fonctionnaient avec deux personnalités. Deux personnalités. Dès le départ, c'est l'information qui a été présentée. Et je voudrais citer ce qu'ils ont dit, particulièrement pour la dissociation. Il est difficile pour un individu de choisir le bien par rapport au mal dans une situation où il est soumis à des pressions où sa vie est menacée. Pendant un épisode de dissociation, un individu automatiquement, sans conscience délibérée, assume une autre personnalité pour laquelle il n'a pas la capacité mentale de distinguer le bien du mal. Vous avez toutes ces informations sous les yeux, vous en tirerez les conclusions. Comme le juge Smith l'a dit de manière éloquente, nous savons qu'il y a toujours un problème lorsqu'on remonte en arrière avec la psychiatrie médico-légale. Notre expert était bien conscient de cela. On est remonté jusque dans les années 80, donc c'est quand même beaucoup de temps. Mais enfin, sur la base des rapports d'experts et sur la base des entretiens qui ont été menés avec le client, avec d'autres sources, leur réexamen des informations qu'ils ont pu avoir au centre de détention, ils ont rédigé deux rapports que vous avez lus d'ailleurs et qui, à notre avis, étayent notre argument de l'application de l'article 31.1a. Alors, avant de déterminer, je voudrais maintenant traiter de la simulation. La simulation, bon, on en a parlé à plusieurs reprises, mais notamment au paragraphe 433 du mémoire de l'accusation. Selon l'accusation dit que les experts de la défense n'ont pas utilisé ou ont péché en n'ayant pas recours aux tests psychométriques pour écarter la simulation d'après les meilleures pratiques. Et la note en bas de page, meilleure pratique du professeur Weierstahl-Pust. Je ne vais pas passer en revue tout ce qui a été dit et les contre-interrogatoires. Nous n'en avons pas le temps. Mais nos experts ont expliqué que la simulation, enfin, on exclut la simulation. L'accusation défend son mantra qui est pas de test psychométrique, ça veut dire une mauvaise méthodologie. Nous devons conclure que de leur côté, il y a cet angle mort, parce que nous avons des articles, par exemple en 2006, qui parlent des valeurs culturelles qui sous-tendent les tests psychométriques. Regardez ce qui a été produit dans la littérature à ce sujet. Routledge a d'ailleurs un manuel là-dessus. Il s'agit de la neuropsychologie, manuel international de la neuropsychologie interculturelle. Eh bien, il s'agit de prendre en considération le contexte, la culture, qu'est-ce que cela signifie lorsque des instructions sont données d'une certaine manière dans des cultures, dans les pays occidentaux, dans les pays africains, dans les pays asiatiques, etc. Je n'ai pas le temps de développer tout cela. En tout cas, le DSM reconnaît la nécessité de parler de la culture lorsqu'il s'agit de d'émettre un diagnostic. Il n'y a pas de désaccord à ce sujet. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut tenir compte de cela. Voilà pourquoi nous y revenons maintenant. Je reviens au paragraphe 406 où l'accusation tient des propos catégoriques selon lesquels la défense prétend que les différences culturelles compromettent ou minent l'expertise
Cela n'a jamais été dit. Nos experts ont réfuté cela. Cela étant, il est important de le rappeler. Il est important de rappeler que les experts ont parlé du fait qu'ils puissent avoir des affinités culturelles, partager les mêmes éléments culturels que Dominique Ongwen, et que cela les aide à comprendre Dominique Ongwen ou à discuter avec lui. Mais pour ce qui est de poser un diagnostic, ces éléments culturels ne sont pas des facteurs déterminants. En effet, ils se sont penchés sur d'autres critères reconnus dans la profession. Nous sommes d'accord avec les représentants légaux communs des victimes dans leur mémoire sur cela, où il est dit, paragraphe 607 à 608, en accord, la dimension culturelle présentée doit être prise en compte dans l'appréciation par la Chambre de première instance des témoignages qu'elle a entendus. Je pense donc que la culture joue à l'évidence un rôle, mais il serait erroné de la part de l'accusation de ressasser cet argument et de dire que les experts de la défense ont déclaré que la culture est l'élément principal, fondamental en matière de diagnostic. Ce n'est pas juste, tout simplement, et je me fonde sur le compte-rendu des dépositions des témoins. Qui croire alors? Vous avez entendu les témoins, vous avez entendu 3 experts du bureau du procureur, 2 du côté de la défense. Vous avez également entendu le professeur désigné par la Cour. Donc, au final, la question est de savoir qui croire. Et je vous invite instamment à réfléchir à ce qu'ont dit le docteur Akena et le professeur Ovuga dans cette même salle d'audience où vous les avez entendus en novembre et pendant la présentation de notre réplique. Est-ce que ce sont des psychiatres pour qui un patient qui fait preuve de simulation, d'exagération, qui essaie de profiter de la situation, est-ce que vous pensez que... Vous leur avez posé la question, est-ce que vous pensez qu'un tel patient réussirait à convaincre le docteur Avuga et le professeur Akena? Est-ce qu'il réussirait donc à leur faire croire quelque chose qui ne peut pas être justifié du point de vue scientifique en se fondant sur leurs observations professionnelles? Et c'est fondamentalement la décision que vous allez devoir trancher. Il vous faudra apprécier la réponse apportée par les experts. Pour notre part, la réponse est non. Non. Non, ce n'est pas à nous de décider. C'est à la Chambre et les juges de cette Chambre d'apprécier cela. Enfin, j'en arrive à la fin de ma présentation. Je me dois de réagir et de répondre à ce qui a été dit en temps réel par l'accusation. À la page 74, l'accusation s'est attaquée aux experts de la défense parce que ce n'est pas professionnel. C'est manquer de respect aux experts. D'après l'accusation, les experts de la défense semblent s'être donné du mal pour ne pas prendre conscience et s'informer sur les volumineux témoignages concernant le comportement de Dominique Ongwen, en salle d'audience notamment, et d'ajouter qu'ils ont, à dessein ou par négligence, choisi de ne pas se renseigner et de ne pas puiser dans une source vitale d'information. Ces attaques fondées sur la négligence ou le manque de volonté, eh bien, à notre sens, n'ont pas leur raison d'être. D'abord, il peut y avoir des désaccords sur les conclusions, sur la méthodologie, sur les observations même. Tout cela fait partie de ce débat et du contradictoire. Mais s'attaquer à la volonté et à la soi-disant négligence des experts, eh bien, ce sont des attaques ad hominem qui ne devraient pas être prises en compte ni faire partie du dossier de cette affaire. Il me reste 1 minute pour clore mon intervention. Je crois que, en dernière analyse, il faudra que les juges de cette affaire se mettent à la place de Dominique Ongwen
d'essayer de comprendre son état d'esprit, l'environnement où il a vécu, la brousse notamment. Nombre d'entre nous ne savons tout simplement pas à quoi cela ressemblait. Ce n'est même pas envisageable ni imaginable. Mais c'est le rôle justement des juges de cette affaire que de se mettre à sa place. Il faudra qu'ils comprennent un peu ce qui a pu se passer dans sa tête. Dominic Ongwen, ce n'est pas seulement cet homme que vous voyez sur le banc des accusés derrière vous, à côté d'un garde de sécurité qui est ici depuis des années, dont l'état de santé mentale a été décortiqué et analysé devant lui en sa présence, collectivement par 5 experts au moins. C'est une victime. Et c'est d'ailleurs lui-même qui l'a dit, et je cite, il a dit qu'il a survécu à la prison de l'ARS. Ce sont les propos qu'il a tenus lui-même. Et il m'a autorisé à les utiliser. L'ARS a contrôlé sa vie pendant 27 ans. Il a survécu et il survivra à la procédure, quelle que soit l'issue de ce procès. Son sort est entre vos mains. Évidemment, nous vous demandons de l'acquitter de tous les chefs d'accusation sur la base de notre moyen de défense reposant sur d'autres faits. Mais si la Chambre devait parvenir à un autre verdict, un verdict de condamnation, nous vous demanderons, et mon confrère, le conseiller principal, développera cette position, nous vous demandons simplement de suspendre sa punition, de retourner Dominic Ongwen en territoire Acholi afin que les anciens puissent utiliser le mécanisme traditionnel du mato oput. De l'avis de la défense, un tel mécanisme respecterait davantage les intérêts de la justice parce qu'on confierait ainsi Dominic Ongwen à la communauté à laquelle il appartient. Et pour la CPI, cela mettrait en exergue l'esprit de la complémentarité, de la coopération et avec l'existence ou les processus culturels existants. Je vous remercie de votre attention. Miss Lyons, please close your mic. Le président, Maître Lyons, veuillez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Maître Lyons, d'accord. Maître Ayena, Monsieur le Président, Messieurs les juges, me voilà debout à nouveau, mais je voudrais remercier mes confrères et ma consoeur pour leurs interventions fort compétentes qui ont commencé ce matin et qui se sont poursuivies cet après-midi. Monsieur le Président, Messieurs les juges, nous arrivons à la fin d'un long chemin. Le parcours a été long, mais avant de perdre de vue les arguments présentés de Maître Lyons, permettez-moi d'ajouter ceci. Elle a dit que vous avez entendu la déposition de presque 5 experts en santé mentale qui ont déposé devant vous. Permettez-moi d'ajouter, Monsieur le Président, Messieurs les juges, que vous avez également entendu le point de vue d'anciens culturels, de chefs culturels des communautés Acholi et Longo. Vous avez également entendu le point de vue d'Ajwaka, qui sont, comment dire, des praticiens de spiritualité culturelle. Et vu cette dimension, vu le lien entre la culture et les pratiques en matière de santé mentale, eh bien, ces éléments devraient être pris en compte. Et lorsque les experts sont saisis de ces questions-là, de questions de santé mentale, je crois qu'il convient que vous, juges de cette Chambre, vous penchiez sérieusement sur ce qu'ils ont eu à dire. À nouveau, je me tourne vers mon client, Dominic Ongwen. Ce garçon, je continue de l'appeler garçon, parce que depuis la première fois que j'ai pris la parole pour le défendre, j'ai indiqué qu'il a eu une vie interrompue, perturbée.
si bien que sa croissance s'est arrêtée le jour où il a été enlevé. Il essaye de reprendre le cours de la vie. Mais hélas, maintenant qu'il a fini par retrouver sa voie en dehors de la brousse, en prenant des risques et en s'enfuyant et en se rendant aux autorités, au lieu de pouvoir profiter de sa vie, de sa réinsertion au sein de la communauté, voilà qu'il se retrouve ici devant vous. Ce garçon a purgé 27 ans dans la prison de Joseph Kony. Il est ici, Monsieur le Président, Messieurs les juges, depuis 5 ans maintenant. Et je ne sais pas combien de temps il devra rester en détention après ce procès et après l'appel. À la fin de cette procédure, et s'il devait être condamné à purger une peine, que Dieu l'en garde, eh bien, disons qu'il aura passé l'essentiel de sa vie en prison. Il n'a pas choisi tout cela. Comme je vous ai dit, le choix était entre Joseph Kony et le gouvernement de l'Ouganda. À cela s'est ajouté la contribution de la communauté internationale. Eh bien, nous vous exhortons de le regarder avec un œil de pitié. Monsieur le Président, lorsque je ferai ma plaidoirie sur les prières, si vous m'y autorisez, je voudrais d'abord aborder un sujet qui n'a pas été traité dans cette salle d'audience, en tout cas pas tellement, à savoir la question des ordres émanant d'un supérieur. Oui, c'est bien cela. Donc, les ordres émanant des supérieurs. Lorsqu'on parle d'ordres émanant de supérieurs, il y a une différence à faire, à mon sens, entre les ordres émanant d'un supérieur et la contrainte, la maladie mentale, ainsi que la déficience mentale et la méconnaissance du droit et des faits. Et tout cela est visé par l'article 33 du statut de Rome. Monsieur le Président, Messieurs les juges, lorsque vous procéderez à l'analyse ou l'appréciation de la question relative aux ordres émanant des supérieurs, de la contrainte et de tous les autres facteurs, vous devriez également vous pencher sur des dispositions qui portent sur la liste que je viens d'énumérer, et ce de façon exhaustive. Monsieur le Président, Messieurs les juges, rappelez-vous que la notion d'un ordre émanant du supérieur, vous savez, le monde est aux prises avec cette notion depuis des années, les ordres émanant d'un supérieur. Et là, je retombe dans le piège précédent, c'est-à-dire que je parle trop vite. Je regarde le juge président, j'ai peut-être compris votre regard. Donc, je ralentis. Au procès de Nuremberg, comme chacun le sait, en tout cas ceux qui s'intéressent au débat juridique, l'on a établi que invoquer les ordres émanant d'un supérieur n'est pas un moyen de défense. Et il y a eu depuis lors un débat, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, jusqu'à ce que cette idée refasse surface lors de la création de cette cour. Et un colonel de l'armée britannique a dit, en faisant un commentaire sur la CPI, que maintenant le problème est entre les mains de cette cour. C'était lors de la conférence diplomatique
où on a rédigé l'article 33. Monsieur le Président, Messieurs les juges, eh bien, ce problème est maintenant entre les mains de la Cour. Et on a débattu de ce concept. Est-ce qu'un ordre émanant d'un supérieur peut constituer un moyen de défense en tant que tel, ou est-ce que c'est un facteur à prendre en considération et parallèlement aux moyens de défense que sont la contrainte, la maladie mentale, la déficience mentale et la méconnaissance du droit et des faits. Monsieur le Président, Messieurs les juges, on peut lire à l'article 31.1a, ou 33 plutôt, 1a, qu'un ordre émanant d'un supérieur est un élément factuel pertinent au regard des autres moyens de défense, notamment la contrainte. Donc c'est une question extrêmement importante et la dimension spirituelle est extrêmement présente et importante. Surtout que Dominique Ongwen croyait à cela, croyait que Joseph Kony donnait des ordres qui constituaient une forme de contrainte. Nous considérons par conséquent que Dominique Ongwen n'était pas obligé de voir une arme pointée sur lui pour comprendre qu'il était sous la menace. Il croyait que Joseph Kony parlait aux esprits, il croyait aux esprits, et il croyait que Joseph Kony avait la faculté d'être présent avec lui en tout moment par le truchement des esprits. D'où la corrélation qui est faite entre les ordres émanant des supérieurs et le concept de contrainte. Il est communément admis que Dominique Ongwen souffrait de maladies mentales et de déficience mentale, comme cela vient d'être dit à l'instant. Et du fait de la pression exercée par ses supérieurs, par les ordres émanant de ses supérieurs, notamment Joseph Kony, eh bien, il convient de garder à l'esprit la dimension spirituelle, parce qu'en même temps, et c'est une erreur de fait, on semble dire qu'il pensait que les ordres étaient les 10 commandements, que c'était la loi et qu'il fallait la suivre. Et j'insiste sur ce point en particulier parce que, voyez-vous, la notion d'ordre émanant d'un supérieur qui découle de la disposition de l'article 33.1 n'est prise en compte que dans deux conditions. La première condition est que la personne ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du supérieur. Et la deuxième condition, que cette personne ait cru à cet ordre. Lorsque l'on parle d'obligation légale au sein de l'ARS, Monsieur le Président, Messieurs les juges, si vous vous posez la question de savoir si Dominique Ongwen avait l'obligation légale, eh bien, vous auriez raison de vous demander, mais de quelle obligation légale s'agit-il? Parce que qui dit obligation légale dit qu'il est tenu de respecter, de se conformer, d'obtempérer, d'obéir à certaines lois. Du fait de mon statut professionnel, j'ai des obligations envers mon client parce qu'il y a une loi qui me fait l'obligation ou qui régit ma relation avec mon client. Qu'en est-il de Dominique Ongwen? Eh bien, je m'aventurais en disant que la loi que connaissait Dominique Ongwen, c'était les 10 commandements. Les 10 commandements.
ce qu'on appellerait dans notre jargon juridique la réglementation émanant des esprits et communiquée à Joseph Kony. Donc ce sont les esprits qui dictent ce qu'il faut faire. Ce sont les règlements, la réglementation prise par Joseph Kony conformément aux 10 commandements. Lorsque j'évoque les 10 commandements, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose de sacré. Donc les 10 commandements disent « tu ne tueras point, tu ne... » Donc ces 10 commandements étaient les lois qu'il fallait respecter, c'est Kony qui les avait mises en place et c'est ainsi que les choses étaient comprises. Et ce garçon a été capturé à l'âge d'environ 9 ans. Il ne connaissait aucune autre loi parce qu'à ce moment-là, il n'était pas censé connaître la loi ou le droit. Il avait moins de 9 ans à l'époque. Et on lui a fait comprendre que la seule loi qui existe, ce sont les 10 commandements de Joseph Kony. Donc, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point l'épouse de ton voisin, etc., etc. Et donc, je vous invite à garder tous ces faits à l'esprit lorsque viendra le temps d'apprécier la question de savoir si Dominique Ongwen avait l'obligation légale d'agir ou pas. À mon sens, oui. Il était sous l'emprise de Joseph Kony. Il avait l'obligation légale d'après les lois de Joseph Kony qui sont applicables dans la brousse. Il était tenu d'obéir aux ordres. Joseph Kony avait établi les règles, ce qu'il convient de faire, ce qu'il ne convient pas de faire. Et si vous ne faisiez pas ce que vous ordonnez Joseph Kony de faire, eh bien vous risquez d'être tué. Et nombreux sont ceux qui ont trouvé la mort à cause de cela. Monsieur le Président, j'aimerais dire que l'accusation a véritablement échoué. Et d'ailleurs, n'a même pas essayé de prouver que M. Ongwen n'avait pas l'obligation légale d'obéir aux ordres émanant de son supérieur, à savoir aux ordres de Joseph Kony. Deuxièmement, je dirais, Monsieur le Président, que l'accusation a également totalement échoué. D'ailleurs, elle n'a même pas essayé de prouver au-delà de tout doute raisonnable que non seulement M. Ongwen savait que l'ordre était tout à fait illicite, mais il savait également que l'ordre était manifestement illicite. Monsieur le Président, Messieurs les juges, il incombe à cette Cour, dans un premier temps, d'énoncer une définition claire, du droit pénal international et de la jurisprudence. Il incombe à cette Cour d'indiquer ce qu'au vu des circonstances, l'on entend par manifestement illégal ou manifestement illicite, manifestement illégal. Alors, est-ce que cela doit être pris en considération dans le contexte de l'ARS? Et de quoi s'agit-il? Lorsque vous parlez d'illégalité, il s'agit d'illégalité par rapport à quelle loi, par rapport à quel droit? Voilà autant de questions auxquelles il faudra que vous trouviez réponse. Moi, j'ai étudié mon droit, mais je dois vous dire que je ne me suis jamais trouvée confrontée à une telle situation. Si, par exemple, les esclaves qui étaient emmenés aux États-Unis, bon, je sais
pertinemment qu'il devait respecter le droit américain. Mais lorsqu'ils étaient conduits vers des plantations, par exemple, et je pense à la façon dont les esclaves étaient traités. Est-ce qu'ils pouvaient se permettre de dire, conformément au droit qui prévaut aux États-Unis, vous n'êtes pas censé faire ceci ou cela? Voilà autant de comparaisons qu'il faudra établir. Donc, Monsieur le Président, dans les circonstances qui prévalent, je dirais que M. Ongwen a toujours obéi aux ordres donnés par ses supérieurs. Et voyez-vous, lors du procès de Nuremberg, ils ont rejeté la question de l'ordre donné par le supérieur, parce que tout simplement, s'ils avaient autorisé cela, en fait, il n'y aurait eu qu'une personne qui aurait été tenue responsable, à savoir Adolf Hitler. Mais il y a la situation factuelle qui prévalait en Allemagne à l'époque et qui prévalait au sein de la communauté internationale. Et c'était tout à fait différent. Premièrement, il s'agissait d'une armée des plus régulières, des plus classiques. Ils connaissaient le droit de la guerre. Mais dans une situation telle que la situation dans laquelle se trouvait l'ARS, avec ses enfants soldats, avec cet enfant soldat qui avait été capturé, qui ne savait absolument pas ce qui se passait dans le domaine juridique, dans l'arène juridique. Comment est-ce qu'il était censé savoir cela? Si vous parlez de Vincent Auty, par exemple, si vous parlez d'autres qui avaient été au sein d'une armée classique, la situation est différente. Mais lui, il n'avait jamais fait partie d'une armée. Il a été complètement endoctriné et il a été élevé de la façon dont il a été élevé, en quelque sorte, là-bas. Donc, il était tenu de respecter et d'obéir aux ordres émanant des supérieurs. Monsieur le Président, messieurs les juges, pour ce qui est de la violence sexuelle et sexiste, j'aimerais vous inviter à prendre en considération et à analyser les différents éléments de ces crimes, et ce afin de déterminer si ces charges telles qu'elles ont été formulées peuvent tenir la route. Parce que, par exemple, lorsque vous parlez d'esclavage sexuel, donc, la réduction en esclavage sexuel, d'après les éléments du crime, a une connotation d'exclusivité et d'appartenance. Exclusivité, par exemple, dans le contexte du mariage. En fait, c'est vous qui déterminez le sort de cette personne. Quoi que vous fassiez à cette personne, rien ne vous arrivera parce que cette personne, elle vous appartient. C'est votre possession, c'est votre bien. Donc, il y a des éléments de preuve qui ont été présentés ici, messieurs les juges, et qui nous ont permis de comprendre que si d'aucuns disaient que vous étiez responsable, Connie avait tout à fait le droit de vous ôter cette femme et de la réinstaller ailleurs. Il vous appartenait donc de décider de cette connotation d'exclusivité. Voyez-vous, Joseph Kony a véritablement déshumanisé les femmes de façon si grave qu'elles étaient considérées comme du bétail. Il les installait, il les réinstallait ailleurs. En fait, elles étaient la propriété de l'ARS. Et vous
elles étaient gardées là pour le bon plaisir de Joseph Kony. Et je dirais qu'il n'y a pas eu d'esclavage sexuel. Et puis pour ce qui est des conversations interceptées, d'ailleurs, entre parenthèses, Monsieur le Président, j'aurais bien souhaité pouvoir bénéficier d'un peu plus de temps. Mais bon, peu importe. Mais Monsieur le Président, premièrement, au tout début de ce procès, l'accusation avait dit que 50% de leurs moyens à charge reposaient sur des éléments de preuve de conversation interceptée. Et nous avons véritablement attaqué ce type d'éléments de preuve. Et je pense que nous les avons véritablement battus en brèche. Alors, d'après le droit, je ne dis pas d'après moi, mais d'après le droit relatif aux éléments de preuve, ces conversations interceptées et ces éléments de preuve qui correspondent à ces conversations interceptées sont nuls et non avenus. Et si nous pouvons prouver, et si nous devons prouver quoi que ce soit au-delà de tout élément du doute raisonnable, cela signifie que nous devons prouver plus que 50% de nos éléments de preuve. Et ce que j'avance, c'est que leurs charges, leurs arguments ne peuvent pas être retenus. S'effondre complètement. Et ce sera la dernière chose que je souhaiterais dire au sujet de ces conversations interceptées. Vous avez entendu des témoins dont certains, en fait, ont été enregistrés pendant ces conversations interceptées. Donc, ils vous ont décrit le type de machine qu'ils utilisaient, ils vous ont parlé de la confusion qui régnait au bureau de Goulou, parce que les gens, en fait, se battaient pour avoir certains postes ou certaines positions. Et donc, nous avons pu déterminer qu'ils étaient en fait en guerre les uns contre les autres. Et de ce fait, comme il y avait des querelles, vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'il y a eu des documents qui ont été détruits, et ce pour saper l'une ou l'autre personne. Et cela est valable également pour les cassettes d'enregistrement, pour les registres qui étaient tenus. Il y en a à peu près 600 qui ont été transférés à Kampala. Mais j'aimerais justement que vous puissiez analyser de façon méticuleuse ce principe de la filière de conservation. Le colonel qui est venu ici et vous a expliqué en fait comment il les avait conservés et qu'il les avait, et que lorsqu'il fallait qu'il en prenne certains documents pour cette affaire, donc il a présenté un échantillon de certains de ces documents, et lorsqu'on lui a demandé est-ce qu'ils ont été gardés de façon en toute sécurité, il n'était pas très sûr de cela, il n'était pas sûr qu'ils avaient été bien conservés dans les règles de l'art. Et puis pour ce qui est de la transmission également doit être prise en considération. D'où venait-il, par exemple? Donc nous avons posé la question à un expert qui est venu jusqu'ici et nous lui avons demandé s'il était possible de transposer une partie d'un discours, d'une conversation entre deux personnes, dans une certaine discussion, dans une situation différente. Et on lui a demandé si on pouvait en fait mettre cela sur un autre disque pour faire comme si la conversation avait eu lieu le même jour. Il a répondu par l'affirmative. Il a dit que cela était possible. Donc, Monsieur le Président, je pense que vous devriez faire preuve de grande circonspection à ce sujet. Et puis,
En dernier lieu, et cela a son importance, véritablement, ce garçon a perdu sa mère, a perdu son père, il a perdu des membres de sa famille, et ce, dans le cadre de la guerre au cours de laquelle, ou de la guerre qu'il a réduit en esclavage, en quelque sorte. Donc, lorsque vous penserez à sa peine, n'oubliez pas cela, parce que il faudra se poser la question si sa communauté a besoin de lui, si sa société a besoin de lui. Et, Monsieur le Président, ce que j'avance, c'est qu'il faudrait prononcer une déclaration de non-culpabilité. Et si vous considérez qu'il n'est pas coupable, ou si vous pensez qu'il est coupable de certaines charges, nous vous implorons de lui imposer une peine réduite, car il a déjà souffert et connu plus de 30 années d'incarcération. Vous ne pouvez pas ajouter davantage à ces années. Et ce qui me semble positif, c'est que mes estimés contradicteurs sont d'accord pour dire que au sujet des circonstances atténuantes, que certes, l'expérience traumatisante qu'il a vécue compte et a son importance. Donc je pense que vous pourriez peut-être vous inspirer de cela. Et puis, j'en arrive véritablement à la fin de mon intervention, à la fin de ma plaidoirie. Nous vous avons écrit et présenté une proposition et ce que nous vous demandons, c'est que au cas où vous souhaiteriez prononcer une déclaration de culpabilité, de condamnation de M. Dominique Ongwen, de grâce, libérez-le et laissez-lui purger sa peine, ou une partie de sa peine, ou l'ensemble de sa peine chez lui, sous le contrôle, sous la supervision des dirigeants traditionnels à Tcholi. Et cela ne contredit absolument pas le statut de Rome, car mon estimée consoeur a très bien expliqué que ce tribunal, cette cour plutôt, est une cour complémentaire. Et vous pourriez peut-être transmettre un message à cet égard à la communauté internationale, car en tant que cour complémentaire, vous pourriez en fait établir le lien avec le système en Ouganda, car il y a de nombreuses personnes en terre Acholi. Le peuple Acholi a véritablement été touché. Je pense que cela serait un message important. Donc, le président, mais vous savez, il vous reste une demi-heure. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va falloir utiliser exactement ces 30 minutes, mais elles sont à votre disposition. Maître Ayena Odogo. Monsieur le Président, vous savez en fait que je voulais avoir 2 heures, donc je peux sacrifier 10 minutes. Président, mais ce que je vous ai dit, c'est que vous n'avez pas 2 heures à votre disposition, mais 30 minutes. Maître Ayena, très bien. Alors, Monsieur le Président, quelle sera la sanction, la punition que vous imposerez à Monsieur Ongwen? Cette sanction n'est pas entièrement prise en considération par le statut de Rome, car le principe de complémentarité vous donne justement la possibilité de faire preuve de créativité. Et de sortir des chemins battus juridiques. Hier, Monsieur le Président, ou plutôt mardi, c'était bien mardi, n'est-ce pas? L'accusation par le truchement de M. Colin Black, le truchement de mon ami M. Colin Black, qui, en fait, dont j'ai dit hier qu'il n'était pas du tout, que finalement il n'était pas si black que cela, si noir que cela. Toujours est-il que vous avez pris une décision. Et vous aviez dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas fiables et que de ce fait, elles ne pouvaient pas être utilisées.
Your Honors, I make this Maître Ayena Odongo, Monsieur le Président, Messieurs les juges, alors pour corriger certaines erreurs factuelles qui ont été présentées par l'accusation, mardi d'ailleurs, reliance upon au sujet directional du fait firstly, while que nous avions l'intention de nous reposer 555 sur certains documents. Alors, premièrement, l'accusation a fait état de l'écriture 555 et de la décision 596. Et l'accusation, en fait, n'a pas bien repris les termes de la défense. Il s'agit des données de géolocalisation. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas été question de l'écriture 659 et de la décision 711, car dans la décision 659, au paragraphe 17, la défense a déclaré ou a indiqué qu'elle considérait que les données de géolocalisation étaient fiables. Et puis, par la décision 711, au paragraphe 11, la Chambre a pris bonne note du fait que la défense pouvait tout à fait utiliser ces éléments de preuve. Cela n'était pas interdit. Deuxièmement, l'accusation a analysé le témoignage du témoin P403 et a pris en considération le fait que les opérations de géolocalisation étaient entièrement séparées des opérations d'interception de communication radio. Il s'agit du témoin 403, document UGA-OTP-0272-0466 à la page 0460, paragraphe ou se reprend l'interprète, page 0466, paragraphe 60. Par ailleurs, les témoins P3 et P59 ne faisaient pas partie de cette opération de géolocalisation. Et pour ces opérations, il faut savoir qu'il y a plusieurs véhicules qui ont été envoyés dans la région du nord de l'Ouganda pour essayer de pouvoir repérer le signal. Donc, voilà ce qui a été indiqué. Troisièmement, la défense a indiqué à l'accusation par voie de courriel, dans le courant de l'année 2017, qu'elle poursuivait en fait sa recherche des données de géolocalisation. La défense a écrit 2 courriels dans lesquels elle demandait à pouvoir rencontrer les témoins P27 et P337. Et puis, dans le courriel, il est indiqué finalement que la défense demande que le témoin amène avec lui son portable, ainsi que toutes les stations de repérage du portable, et ce, justement, dans le cadre de cet exercice des données de géolocalisation pour la période allant du mois d'octobre, novembre 2002 jusqu'au mois de juillet 2004. Et tout cela est disponible. La défense a essayé d'authentifier ces documents. Et puis, en dernier lieu, Monsieur le Président, Messieurs les juges, la défense a organisé un entretien avec le témoin P27, UGAD 26 0011 0508, page 0522 jusqu'à 0523. Le témoin P27 a déclaré que les unités de géolocalisation au début des années 90 pouvaient véritablement obtenir la localisation de l'ARS à partir du moment où l'ARS utilisait une fréquence assez élevée pour obtenir une localisation parfaite. Et le témoin a déclaré que c'était la bande 10 ou plus élevée qui était idéale. Mais pendant la période retenue pour les charges, l'ARS a utilisé entre 7000 à 8000 MHz. Document UGA
OTP 0272 0466, page 0452, paragraphe 20. Your Honor's band 10 Alors pour ce qui est de la bande 10, Monsieur le Président, il s'agit d'une échelle comprise entre 3000 à 30 000 MHz, alors que l'ARS utilisait une bande beaucoup plus élevée que 3, utilisée en règle générale 10, comme cela a été déclaré. and the LRA used Et l'ARS, ou plutôt, messieurs les juges, conclusion. la seule conclusion raisonnable que l'on puisse tirer est que ces données de géolocalisation sont exactes. Et comme nous l'avons dit, And you did not stop us. nous avons l'intention, et d'ailleurs vous ne nous avez pas empêché de les utiliser, nous avons l'intention de les utiliser. Donc, ce qui a été indiqué pour ce qui est des localisations données par nos estimés confrères, il faut savoir que ces données sont tout à fait fausses, absolument fausses. Monsieur le Président, I want to messieurs les juges, je souhaiterais Maître Aliana s'interrompt. crime sites. Je souhaiterais m'intéresser au lieu des crimes. Your Honors, I'm going to briefly discuss Monsieur le Président, je vais aborder brièvement crime locations. But let me first les sites allégués, allégués des crimes. Mais dans un premier temps, evidentiary burden. je souhaiterais parler de la charge I mean 66. relative aux éléments de preuve qui revient à l'accusation, et ce, conformément à l'article 66. Alors, bien que mon estimé consoeur et Maître Taku ait déjà abordé cette question, il faut savoir que il faut savoir ce qui s'est passé dans chaque scène ou lieu de crime. Parce qu'en fait, il est du devoir de l'accusation, pour ne pas dire qu'il s'agit Each of those du fardeau de l'accusation, d'assembler et de retrouver ces éléments de preuve et de les présenter au-delà de tout doute raisonnable pour ce qui est de ces lieux. Et pour pouvoir prouver que c'est soit M. Dominique Ongwen directement ou M. Dominique Ongwen en tant que co-auteur des crimes qui avait causé et provoqué les crimes sur ces lieux. we deny each and every allegation that was Nous by réfutons the prosecution. chacune des allégations présentées par l'accusation But related to mardi. this, before we launch to Mais each of the crime sites, avant d'aborder la question des différents lieux de crime, as a matter of principle, Your Honors, avant de parler du registre relatif aux lieux de crime, revert to the c'est une question de principe, messieurs les juges, car la défense ne va pas donc convenient. aborder la question des registres, comme l'a indiqué l'accusation, que nous abordons lorsque nous pensons que cela est utile ou commode pour notre cause. Pas du tout. La défense utilise les registres pour montrer qu'il y a véritablement décalage et incohérence entre les éléments de preuve de l'accusation. Et ce que j'avance, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, ainsi qu'au juge, qu'il appartient à la Chambre de décider ce qu'elle croira et ce qu'elle ne croira pas. Est-ce que la Chambre va croire les témoignages entendus dans le prétoire ou ces registres truffés
d'infabilité humaine. Alors certes, je suis d'accord pour dire que les témoignages entendus dans ce prétoire n'ont pas toujours correspondu à ce qui se trouvait dans les registres. Mais il n'empêche que les occurrences et les différences entre ces dépositions, ces témoignages et les registres sont beaucoup trop nombreuses pour en faire fi. Si l'on prend très rapidement en considération les incohérences que nous trouvons, par exemple, dans le témoignage du témoin à charge 209, il avait déclaré que Boukaboudema se trouvait à Pajulé pendant l'attaque contre Pajulé. Et pourtant, dans un registre qui a été utilisé, nous voyons que Boukaboudema se trouvait à plus de 60 km de là, dans un endroit qui s'appelle Adilang. Et puis par ailleurs, le témoin à charge 209, qui a été l'un des consommateurs, entre guillemets, principaux de l'information en question, a déclaré à la page 39 du compte-rendu d'audience 161 que l'information de l'UPDF relative aux opérations de l'ARS n'était pas toujours fiable. Est-ce que ce n'est pas moi ou vous qui prononcez ces allégations, mais une personne qui utilisait cette information? Donc, ça ne saurait être plus éloigné de la vérité. Je prends maintenant la situation de crime de Pajulé. Monsieur le Président, messieurs les juges, s'agissant de Pajulé, la défense rappelle à la Chambre la blessure de M. Ongwen et son arrestation moins d'un an auparavant. Ce matin, j'ai parlé de l'incapacité de M. Ongwen qui s'est étendue pendant presque toute l'année 2003. Et je voudrais apporter une légère correction à ce que j'ai dit ce matin. Je pense que j'ai cité une date erronée. Au lieu de juillet, oui, enfin j'ai dit que Ongwen avait été arrêté en juillet, le 20, et puis qu'ensuite il avait été libéré le 22 juillet. Je pense que tout cela a eu lieu en fait en septembre. Page 28, la référence de tout cela, c'est à la page 28. Le président, Monsieur Maître Ayena, je sais que vous voulez développer tous vos points, mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit que vous avez un temps limité. Je ne vais pas vous arrêter. Bon, nous ne l'avons pas fait pendant tout le procès, mais s'il vous plaît, gardez à l'esprit ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Maître Ayena, mais vous m'avez assuré que j'avais encore 30 minutes. Le président, oui, mais c'est bien là le problème. J'ai mal prononcé. C'était 13 minutes, alors que cela a été indiqué dans la transcription comme étant 30 minutes. Donc c'est moi qui ai mal prononcé, j'en suis désolée. Cela vous a incité à une certaine confiance, je dirais, mais c'était de ma faute. C'était 13 minutes. Maître Ayena. Bon, je voudrais tout de suite revenir à l'attaque de Pajulé. Dans l'attaque de Pajulé, la défense rappelle que la blessure de M. Ongwen faisait en sorte qu'il est impossible qu'il ait pu participer. Et vous vous en souviendrez. Je vais le répéter. M. Ongwen n'était pas du tout libre puisqu'il était arrêté jusqu'à ce qu'il ait quitté la brousse. Donc, comment est-ce que Cogne allait lui faire confiance alors qu'il était en contact avec le
le président ou son remplaçant possible. Ce général dont nous parlons était très puissant et Cogne avait toutes les raisons de vouloir vraiment se protéger. Donc il y a là une zone grise. Vous savez, à l'époque, Dominique Ongwen était simplement major. Vous vous souviendrez qu'il y avait tous ces juges, tous ces colonels, y compris Oti, et qu'il y avait ces accusations de traîtrise, et que il n'avait pas pu assister à la planification, je veux dire à la réunion. Odek, l'accusation semble avoir abandonné sa tentative de prouver la carrière criminelle. Il s'agit du témoin 245 qui a participé à l'attaque. Cela figure dans le mémoire de la défense. Le témoin de l'accusation 245 place le rendez-vous à Bolo. Tout le monde, toutes les personnes qui vivent dans cette région savent parfaitement que c'est du côté opposé par rapport à la rivière Ashwa, d'Odek. Donc Ongwen se serait trouvé là. Et puis, cette histoire d'être à distance, à une distance telle qu'on aurait pu faire ce chemin à pied. Mais vous connaissez le terrain, la végétation en Terracholi. Comment est-ce que Ongwen aurait pu avoir la capacité à cette époque-là, étant donné son état, d'aller à pied, de faire toute cette distance pour aller attaquer Odek? C'est une chose totalement inacceptable à dire. Et il y a beaucoup de témoins qui pourraient valider ceci. Étant donné que j'ai peu de temps, je vais tout de suite passer à Lukodi. Monsieur le Président, messieurs les juges, c'est peut-être là ce qui, dans la cause de l'accusation, va le plus dans le sens de la défense, le fait que Ongwen n'ait pas été présent là. Je voudrais ajouter quelque chose au sujet de Odek. Vous vous souviendrez qu'Odek, c'est le lieu d'origine de Joseph Kony, et que Joseph Kony avait une vengeance personnelle qu'il voulait exercer contre son propre peuple. Donc il a choisi la personne la plus adaptée pour lui faire une leçon. Et nous avons entendu les témoins parler de cela. C'était quelqu'un qui était aligné au contrôle altar, d'aller donc s'occuper personnellement d'Odek. Et puis nous en arrivons à Abok. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, et d'ailleurs vous êtes allé en visite dans certains de ces endroits, sur ces sites. Vous savez que géographiquement, ça ne va pas. Pas un seul témoin, d'ailleurs, n'a dit de manière définitive que Ongwen avait participé. Certains des témoins l'ont dit que Ongwen avait partiellement participé, mais certains avaient des motifs de mentir sur la situation. Quelqu'un a parlé du fait qu'Abomek aurait été envoyé, mais personne ne dit concrètement que c'était Dominique Ongwen. Ce sont simplement des déductions. Mais tout cela nous mène à conclure que même si vous décidiez que Ongwen était un co-auteur ou au moins il avait participé directement, il l'a fait à la demande de Joseph Kony. Ongwen agissait
sur ordre supérieur et dans la contrainte. Il n'avait pas de choix en la matière. Par conséquent, nous vous invitons à rejeter toutes les charges à l'encontre de M. Ongwen et je conclus par ces termes. Monsieur le Président, Messieurs les juges, qu'il soit dit que le monde a les yeux tournés vers cette salle d'audience qui doit fixer une nouvelle norme. Le monde attend qu'une nouvelle orientation soit prise en ce qui concerne la manière de traiter les enfants soldats. Pour tous ceux qui ont vécu dans la brousse, à moins qu'il n'ait agi de manière tellement impitoyable, il doit bénéficier de la protection de la communauté internationale. Et dans le cas de Dominique Ongwen, il correspond tout à fait à ce cadre. Il doit faire l'objet d'une considération bienveillante. Vous savez que de toute façon, chez vous, votre père est mort, votre mère est morte, et que les forces mêmes qui vous ont exposé à votre situation d'aujourd'hui, que cela vous a causé tant de dommages dans votre vie. Ongwen est le père de bien des enfants, non pas par volonté, mais cela a été imposé par Connie. Parce qu'il voulait, il travaillait à avoir ces jeunes hommes, ces jeunes femmes en réserve. Il voulait réapprovisionner en quelque sorte son stock de soldats, donner à Ongwen la possibilité de retourner chez lui après 32 années, quel que soit le verdict que vous prononcerez. Je sais, bien entendu, que nous avons examiné les mêmes documents et nous vous prions de bien vouloir l'acquitter. Mais s'il n'était pas acquitté, au moins accordez-lui une sentence adoucie. Et maintenant que nous parlons de condamnation, j'espère que nous vous avons suffisamment informé. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Le Président, merci, Maître Ayena, merci, Maître Taku, Maître Lyons. La Chambre souhaiterait remercier les parties et les participants pour leur dur labeur, les remercier d'avoir respecté les échéances fixées par la Chambre tout au long du procès. Les échéances également fixées par la Chambre. Bon, nous avons un peu de retard aujourd'hui, 15 minutes, ce n'est pas très grave. Nous souhaitons également rappeler notre collègue qui a soutenu les représentants légaux à Kampala grâce à son travail. Nous adressons toutes nos sympathies à sa famille. Enfin, et c'est très important, la Chambre souhaiterait remercier toutes les personnes au greffe, les interprètes, ceux qui se trouvent également dans qui s'occupent de la vidéo, les sténotypistes, les greffiers d'audience et tous ceux qui ont fait le maximum pour garantir que ce procès fonctionne sans heurts. Tout a fonctionné plutôt bien. La Chambre ne considère pas que cela va de soi. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de tout cela. Ceci conclut cette audience.